Bonjour à tous et merci mesdames, messieurs d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Dans la presse cette semaine, la chute libre du taux de réussite au GCE Board apparaît la une de plusieurs journaux. Tenez par exemple pour ce qui est du GCE O-Level dans la région du Nord-Ouest, on n'a pas franchi la barre des 6% de taux de réussite. Une catastrophe ont commenté des journaux cette semaine, des résultats de la honte pour d'autres. Tous s'accordent cependant à dire que ces résultats sont la conséquence de la crise que traversent les régions anglophones du pays. Alors, comment comprendre ces résultats? Quel avenir pour les élèves de cette partie du Cameroun? Comment faire pour arrêter la saignée? Voilà, entre autres, quelques points sur lesquels nous reviendrons dans la première partie de cette édition de Droit de réponse. Autre sujet donc au menu de notre débat ce dimanche, c'est ce point final peut-être qui a été mis vendredi à la fin de l'épisode de la crise qu'a traversé la commune de Yaoundé 6e avec l'installation du nouvel exécutif communal de cette municipalité. Une municipalité dont les activités ont pratiquement été bloquées pendant près de 2 mois à cause d'un désaccord entre caciques du parti au pouvoir. Une consigne de vote édictée par la hiérarchie de ce parti et pas respectée par la base était donc au centre de cette crise qui a connu son dénouement grâce à l'intervention du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces derniers événements à Yaoundé 6e remettent au devant de la scène d'abord la place de la base militante dans les partis politiques, mais aussi le rôle donc de ces partis, la problématique donc de ces partis inféodés par l'administration, entre autres. Nous reviendrons sur cette crise à Yaoundé 6e dans cette édition de Droit de réponse. Et avant de refermer cette émission, nous intéresserons également à cette évaluation de la CAF, mission d'évaluation qui était attendue dès ce dimanche au Cameroun. Pour procéder donc à la première évaluation de l'avancement des chantiers relatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, Coupe d'Afrique que doit recevoir le Cameroun, une mission qui a été reportée contre toute attente au moment même où sur le plan local, l'organisation de cette compétition continue de faire débat. On a par exemple appris cette semaine que le budget de la CAN était passé de 500 milliards de francs CFA à 700 milliards. Voilà donc mesdames et messieurs les sujets qui nous accompagnent pour cette édition de Droit de réponse. Mais avant, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bon dimanche à vous Flavien. Bonjour Albertine et bonjour particulièrement à Sainte-Labidoun qui est avec nous. Sainte-Labidoun qui a donc été installée le vendredi dernier. On reviendra. On fait donc cette revue de presse avec les 3 sujets qui nous intéressent pour cette édition de l'émission. Oui, et comme vous le savez, la presse n'est pas restée indifférente donc à tous les sujets que l'on a pu observer cette semaine qui s'achève sur la question des examens officiels et notamment du GCE. Le journal Info Matin nous apprend que la crise anglophone qui secoue les régions anglophones du pays a eu donc un impact négatif sur les résultats du sous-système anglophone. Selon bien entendu le rédacteur de l'article, les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest occupent bien sûr le bas du classement pour ce qui est donc du GCE Ordinary Level. Le pourcentage est de 5,33%. Si la presse qualifie d'ailleurs ce résultat de plus mauvais de son histoire, le quotidien La Nouvelle Expression parle plutôt de chute catastrophique pour qualifier notamment la baisse du pourcentage de cette année de GCE. Donc pour le journal, les causes de cette chute sont d'ailleurs internes à ces 2 régions, malgré notamment les efforts du ministre des Enseignements secondaires, qui durant d'ailleurs l'année scolaire est resté dans la logique de l'apaisement et surtout la promotion même du retour des élèves à l'école, tout en évitant les parents à comprendre que le non-respect de tous ces aspects, de tous ces appels pourrait donc avoir un impact négatif sur l'avenir scolaire des enfants du Nord-Ouest et Sud-Ouest, ce qui est donc le cas aujourd'hui avec des mauvais résultats. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté dans la presse, c'est un peu ce que le traitement que la presse a réservé donc à cette information. Et pour parler notamment du second sujet de cette édition de Droit des réponses, Albertine, on parle bien sûr de la politique avec le coup de tonnerre sur le ciel clair de Yaoundé 6e. On a vu, bien entendu, les militants de ce parti politique, d'un même parti, se choquer sur le seul fait, c'est-à-dire
l'élection du nouveau maire dans cette commune. D'ailleurs, le messager a mis donc à sa une que René Emmanuel Sadi a désavoué Timievouna dans le processus de succession du maire, décédé donc à la commune de Yaoundé 6e, selon la presse, alors que Timievouna, par ailleurs responsable départemental du parti au pouvoir dans le Fundi, insistait donc à proposer la candidate rejetée par les conseillers municipaux, Jacques Yoki Onana, quant à lui, élu donc par ses camarades du parti, notamment dans cette mairie, a été reconnu et approuvé par le MINAT, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et qui est d'ailleurs en même temps l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, qui a simplement, selon bien sûr le journal, a respecté la loi, bien entendu, de ce parti politique, et selon bien sûr Info Matin de cette semaine-là, qui a parlé notamment de René Emmanuel Sadi, qui met KO Timievouna est resté en respectant notamment la loi et en validant l'élection de Yoki Onana au poste de maire de Yaoundé 6e. Alors, pour sortir notamment de cette émission, nous allons parler du sport de la CAN, notamment pour la CAN 2019, avec aussi la nouvelle expression qui rappelle que c'est depuis 2015 que les dossiers de construction des infrastructures sportives étaient donc bouclés par différentes administrations impliquées dans l'organisation et même acheminées donc au niveau de la haute hiérarchie du pays. À la suite donc de cette révélation, le journal se demande si le retard observé dans l'organisation de la CAN au Cameroun est donc camerounais et bien entendu fait exprès. Et donc le journal se pose autre question sur le non-respect même de tous ces délais et attendre la dernière minute. Que se passe-t-il concrètement? Mais on se souvient quand même que le président de la Confédération africaine de football est sorti pour booster un peu le moral de ces Camerounais et bien sûr les actes sur le terrain. On observe qu'il y a bien entendu des éléments qui bougent partout, des stades qui sont en construction et bien sûr des routes aussi. Donc c'est un peu ce que la presse a pu constater sur cette question. Le journal Info Matin nous apprend que après la nomination des membres du comité d'organisation, récemment, le budget des préparatifs donc est passé de 500 à 700 milliards de francs CFA, donc une augmentation due au nouveau cahier des charges proposé par l'équipe, avec l'annonce bien entendu de l'arrivée au Cameroun d'une mission de la CAF, quoique reportée. Le quotidien Le Jour présente d'ailleurs les différents sites que les experts de la CAF vont donc inspecter, sans tout au moins dans cette présentation des infrastructures dont les travaux ne sont pas encore visibles sur le terrain. Le journal Le Jour fait savoir que les experts de la CAF auront donc de la matière pour incriminer le Cameroun et certainement conforter le président de la Confédération africaine de football lors de sa sortie qui expliquait que le Cameroun n'était pas jusqu'ici prêt à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football pour l'année 2019. Alors pour le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, le pays attend donc la mission de la CAF des pieds fermes. Selon Cameroun Tribune, le Cameroun est donc en chantier à tous les niveaux pour donner une couleur particulière à cette autre édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Merci Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Mesdames, Messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de Réponse. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir sur ce plateau Saint-Éloi Bidon. Bonjour et bon dimanche à vous. Bonjour Albertine. C'est moi qui vous remercie pour l'ainsi honneur que vous me faites en invitant sur un plateau. Il y a des dinosaures de la politique comme celui qu'on ne présente plus, que les téléspectateurs vont découvrir tout à l'heure. Merci à tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire à Yaoundé 6e. Premier adjoint au maire. Vous avez donc été installé vendredi dans vos fonctions. Nous reviendrons justement sur la crise qui est donc passée avant cette installation dans cette municipalité. Merci d'être là. Autre invité, vous le disiez tout à l'heure, Albert Zongan. Bon dimanche à vous. Nous reviendrons bon dimanche à vous et merci d'accepter notre invitation. Merci d'accepter votre enlèvement. Je n'étais pas prévu pour vous, mais vous m'avez attrapé et j'ai dit que ça me fait l'honneur. On ne peut pas refuser à une belle dame comme vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes en politique et vous êtes fondateur donc, du parti politique La Dynamique. Oui, je vais dynamiser le Cameroun. Nous en parlerons tout à l'heure. Bonjour à vous, Monsieur Teguehot, et merci d'être sur notre plateau ce dimanche.
Oui, merci Madame Albertine Ngobichaka. Je ne corse pas votre nom. C'est ça exactement. Ngobichaka, merci de m'avoir appelé à cette émission. Alors vous êtes secrétaire national aux affaires juridiques de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. L'UPC, c'est ça. Il est avec nous également ce dimanche, Edmond Kamga. Bonjour, bon dimanche. Bonjour Albertine, je salue tous les copanélistes, en particulier Alain Zongan, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'accepter, n'est-ce pas, de contribuer à cette émission. Je salue bien entendu tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous êtes donc journaliste, consultant pour Droit de Réponse, vous êtes en service à la nouvelle, au quotidien à la Nouvelle Expression. Tout à fait. Nous allons sans plus tarder commencer directement cette émission avec le premier sujet prévu donc pour ce débat. On le disait tout à l'heure, c'est donc une chute catastrophique du GCE, à une chute catastrophique dans du GCE que l'on a assisté cette semaine après la publication des derniers résultats résultats officiels dans des examens relevant de ce sous-système éducatif anglophone. Le constat est clair. Jamais le taux de réussite à ces examens n'avait été aussi bas. Je le disais, 5,33% par exemple pour le GCE Ordinary Level dans la région du Nord-Ouest. Et sur le plan national, par exemple, l'on peut déjà dire que l'on n'a pas dépassé les 35%. Comparativement donc à l'année dernière, session 2016, on était à 62% du taux de réussite global. Edmond Kamga, chute catastrophique dont titre la Nouvelle Expression, je le disais. Est-ce que l'on peut dire que la presse a eu raison de parler de catastrophe en indiquant, donc en analysant ces résultats du GCE Board? Évidemment, les faits sont là, les chiffres sont parlants, ils sont accablants. Voyez-vous, la crise anglophone nous montre clairement qu'il y a un véritable problème à résoudre dans ce pays. Et la première victime, c'est l'éducation. Voyez-vous, lorsque on voit les chiffres du DCE O-Level dans le Nord-Ouest, et même, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup insisté, on aurait pu rentrer en détail et voir également comment ça s'est passé à Boya. C'est que c'est plus catastrophique dans le Nord-Ouest que dans le Sud-Ouest. Mais en réalité, c'est parce que l'année scolaire n'a pas été normale dans les régions anglophones du Cameroun. Il y a eu à peine 2 mois réels de cours, c'est-à-dire entre septembre et novembre, uniquement. Et par la suite, il y a eu tout ce que l'on connaît, il y a eu les mouvements sociaux, les mouvements de revendication, des avocats, des enseignants, et puis de la société civile. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question n'est plus en termes de problème, la question est en termes de solutions. Il s'agit de trouver des solutions véritables à cette crise anglophone. Et je dois reconnaître que le gouvernement a fait un certain nombre de choses. Le chef de l'État a prescrit des mesures qui sont progressivement appliquées. Il faut espérer que toutes ces mesures seront effectivement appliquées, que ce soit celles concernant les avocats, les enseignants, que dans les autres domaines. Mais aujourd'hui, ce qui bloque la question anglophone ou la crise anglophone, c'est l'aspect politique. Et si on ne règle pas l'aspect politique de la crise anglophone, je crains fort que l'année scolaire qui commence s'achève dans des conditions encore plus catastrophiques que celles à laquelle on a assisté cette année dans les régions anglophones. Saint-Hulaye Bidou, dans la presse, on a également parlé de résultats de la honte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses? Est-ce que le Cameroun devrait avoir honte aujourd'hui des résultats que l'on a enregistrés dans le GCE Board en général, le parti anglophone du pays? Je ne sais pas à quoi les gens pouvaient s'attendre après une situation politique aussi tendue. Les résultats sont à la mesure de l'ambiance régnante dans ces régions qui est à la limite à couper au couteau. Et il faudrait que ceux qui ont eu la responsabilité, qui ont pris la responsabilité sur eux d'empêcher leurs jeunes compatriotes d'aller à l'école. Moi, je crois qu'à un moment, il y a des décisions politiques qui sont difficiles à prendre, mais il faut parfois les prendre. Il faut du courage. À quoi pensez-vous, par exemple? Non, je voudrais dire que on doit pouvoir établir les responsabilités et puis désigner les coupables. Les coupables, c'est quelque chose de grave. Les résultats, un taux de 5% de réussite dans un pays, vous comprenez que l'année scolaire qui vient est exposée aux mêmes difficultés et que les enfants n'iront pas à l'école.
Moi, je dis que la première responsabilité que l'État aurait dû prendre, ça aurait été de ne pas faire composer les gens dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. C'est peut-être difficile à admettre, mais c'est la réalité. Il faut être courageux au lieu d'exposer la honte républicaine, la honte républicaine aux yeux du monde entier. J'ai dit qu'on aurait mieux fait de supprimer. Comment voulez-vous qu'un élève qui a passé 2 mois de cours vienne passer un examen si il ne faut pas être politiquement courageux pour dire que non, on ne peut pas admettre ça. Albert Zongan, votre justement lecture de la situation, est-ce que vous pensez vous aussi qu'on aurait peut-être dû décréter finalement cette année à nuit blanche dans les régions du nord-est et du sud-ouest pour cette année scolaire, pour ne pas en arriver au résultat que l'on a aujourd'hui? Ben, je vous remercie, homonyme. Je crois que les gens ont tendance à oublier que moi je suis enseignant de carrière et de métier. Qu'est-ce qu'un examen? C'est la sanction d'un programme qui a été proposé aux enfants pour savoir que sont ceux qui ont retenu l'essentiel pour pouvoir aller en classe supérieure. Et l'éducateur a prévu que cet enseignement se fait à un temps, une période bien définie, disons en termes de mois, en 9 mois. Alors, si les enfants ne sont allés à l'école que 2 mois, sur quoi les a-t-on interrogés? Sur la partie du programme qui était prévue pour 2 mois ou sur l'ensemble du programme qui vous confère la capacité à avoir le diplôme auquel vous prétendez? Si on leur a proposé une épreuve qui sanctionne l'ensemble du programme, c'est une tricherie, c'est une faute grave, et l'UNESCO avait raison de dire qu'il déclarera année blanche. Alors, ce que vous ne savez pas en matière d'année blanche, le pouvoir a l'art de tromper les gens, ce n'est pas un pays qui décrète l'année blanche. C'est-à-dire que les grandes universités, les grandes institutions peuvent décider que tout diplôme décerné au Cameroun cette année n'a aucune valeur. Donc vous avez beau dire on a fait le JC, on a fait ceci, l'année est blanche. Maintenant, je ne fais pas la même lecture de la situation politique que les autres. L'État est le père. Et quand l'enfant pleure, on ne demande pas à l'enfant de faire un effort pour ne pas pleurer. On demande au père de faire un effort pour que son enfant ne pleure pas. Et moi, éducateur, on nous a appris que quand l'enfant pleure, si vous le chicotez, il risque de durcir à la chicote et devenir plus têtu qu'avant. Donc le problème anglophone n'a pas été pris sous son angle. Ce que je dis ici, je l'ai dit au chef de l'État par des voix qu'il a voulu utiliser pour demander mon point de vue. C'est comme si nous étions en présence de 2 fous qui ont enflammé un village. Vous avez des gens qui profitent des situations, comme partout quand vous entendez qu'il y a un mouvement en France. Il y a ce qu'on appelle les casseurs, qui viennent, leur rôle c'est de casser les vitres, c'est de renverser les voitures. Mais on ne tue pas la manifestation à cause de ces casseurs. On cherche à les neutraliser. Et quand il y a des casseurs, le pouvoir ne punit pas tout le parti qui a organisé la manifestation. C'est comme si le pouvoir avait puni tout le sud-ouest. Comme si tout le sud-ouest était demandeur de sécession. Alors moi je dis, attention, on va y revenir. Le problème anglophone est un problème en face duquel il y a deux individus qui ne se comprennent pas. Moi, jusqu'ici, j'attendais que les vrais anglophones disent à ceux qui se disent sécessionnistes et brûlent les drapeaux que ne faites pas ça. C'est pas bon. Et j'attendais que l'État dise, bon, mes enfants, ceux qu'on a arrêtés là,
il ne représente rien. Allez, foutez-moi la paix. Alors, on reviendra certainement à vous, mais avec M. Tegroc, d'abord, le gouvernement, il faut le dire, a pris un certain nombre de mesures pour ces élèves qui allaient affronter ces examens. On se souvient de ces cours de remise à niveau, de rattrapage qui ont été organisés. Pourquoi on n'a pas senti l'impact de toutes ces petites mesures dans ces résultats-là, selon vous? Oui, moi je pense qu'il était difficile de sortir toutes ces mesures dans ces résultats, tout simplement parce que, comme disait tout à l'heure Albert Zongan, il s'agit d'un programme. Les examens, c'est à partir d'un programme. Et je dis aussi qu'à défaut d'une année, de décréter ou de proclamer une année blanche, dans cette affaire, il ne faut pas s'étonner il ne faut pas se jouer de ces résultats. Comment, Madame Gabichaka, comment pensez-vous que ces enfants qui n'ont presque pas fréquenté, qui ont vu leur école brûler et qui ont vu leurs parents battus, comment pensez-vous que ces enfants pouvaient produire des meilleurs résultats? Ces enfants qui n'ont pas suivi l'ensemble des programmes. Ces enfants ont été à la limite traumatisés. Quels que soient les correctifs qu'on pouvait avoir, les résultats n'auraient pas été différents. Alors, on a suivi le résident de l'UNESCO au Cameroun dire qu'il ne revenait pas justement à cette institution de décréter une année blanche. Comment comprendre cela quand vous nous dites que ce sont ces institutions qui peuvent décider? Elle n'a pas décrété, elle ne décrète pas. Elle prend des dispositions pour dire, c'est même sournois, pour dire que les diplômes de telle année dans tel pays ne représentent rien. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à cela aujourd'hui avec le résultat que nous avons. Vous savez, le monde est devenu un petit village où tout se sait. On sait que chez nous, dans tous les cas, en France aujourd'hui, puisque nous parlons français, et le programme, c'est le programme français. Je ne trouve rien du cas de Camerounais dans les programmes scolaires chez nous. En France aujourd'hui, quand le taux de réussite est de 80%, on se plaint. Parce qu'on tend à 100%. On pense que si on a bien enseigné, si le programme a été bien étudié, si les élèves ont été mis à niveau, c'est 100% de réussite. Alors quand on parle chez nous de 35%, ça effraie. Mais ça n'effraie que ceux qui ne comprennent pas à quoi sert un diplôme. C'est une sanction. Et vous êtes la première, vous êtes journaliste, à comprendre qu'on a tellement banalisé le diplôme au Cameroun que j'ai un enfant chez moi. Il y a un ami à moi qui m'a dit, je le prends. Je lui ai dit, fais une demande pour qu'on te prenne. Il a Bac plus 5. J'ai commis l'erreur de ne pas relire sa demande. Quand il a écrit, mon ami m'a appelé pour dire non, je ne le prends pas. Il m'a montré la demande. C'est ça le niveau au Cameroun. Les grandes personnes, Aïdjo avait son CEP. Et vous savez quel niveau d'études il avait. Nous avons aujourd'hui des diplômes sans niveau. Pour revenir à la crise anglophone et à cette situation d'ici, dans ces régions, Saint-Eula Bidon, pourquoi, selon vous, le gouvernement s'est-il obstiné à laisser cet examen aller jusqu'à son bout? Pourquoi il n'a pas pris sur lui, justement, ces responsabilités dont vous parlez, de dire on aura une année blanche dans cette partie du pays? Parce que beaucoup de gens ont un courage qui tient à peine dans une poignée de main. Je ne suis pas d'accord avec Albert Zongan quand il dit qu'il est enseignant, quand un enfant pleure, il faut non. Un proverbe sénégalais dit que si vous avez peur de faire pleurer un enfant, c'est lui qui va vous faire pleurer. J'ai dit que le gouvernement aurait dû agir d'abord sans faiblesse vis-à-vis de ceux qui ont organisé tout ce désordre. Et il aurait fallu que le gouvernement se donne une marge de courage. Vous savez, quand l'indiscipline a toutes les audaces, le gouvernement doit s'armer du courage pour pouvoir rétablir l'ordre. Et parfois, c'est douloureux.
Mais je dis que entre choisir les résultats de la honte et choisir l'année blanche dans ces zones anglophones, pour ne pas tomber dans ce que vous êtes en train de décrire là, c'est-à-dire que des Camerounais qui ont des diplômes, donc les diplômes ne reflètent pas le niveau réel. Il aurait fallu, pour le gouvernement, si j'avais été conseiller du président de la République, je lui aurais dit, allez expliquer à vos frères, à vos amis, à vos adversaires, à vos concurrents, l'intérêt de l'école que vous voulez laisser à nos enfants. Il a posé la question une fois lui-même. Quelle école voulez-vous pour nos enfants? Alors, si c'est cette école que vous décrivez là, où les gens ont des diplômes, mais ne savent pratiquement rien faire, je dis que j'aurais pris mon courage à deux mains, je me serais armé de mes dossiers et puis j'aurais pris la décision qu'il faut. Ben, je crois que vous faites partie de ceux qui trompent le chef de l'État. On ne peut pas avoir raison contre un peuple. Ne confondez pas quelques agitateurs qui portent le cercueil pour se faire voir avec les anglophones qui posent un problème majeur d'un peuple. Vous ne pouvez rien. Où sont-ils? Ces anglophones, ces vrais anglophones qui posent les vrais problèmes. Où sont-ils? Mon ami, si ce n'est ce que nous voyons. Vous n'avez vu personne parce que vous vous êtes arrangé à dire que celui qui crie, on le met en prison. On ne le juge pas. Mais mon ami, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Et si vous pensez à Yaoundé, que être fort, se prendre son enfant pour le chicoter, un père qui bat un enfant n'a aucun mérite, c'est son enfant, il est plus faible que lui. Un père est celui qui met son enfant à terre, lui dit, monsieur, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ne le recommence pas. Et quand l'enfant demande ce qui lui est dû, quand l'enfant dit que quand les gens de Bamène attestent que vous avez été éduqué à la chicotte. Parce que l'âge que nous avons, aujourd'hui, vous et moi. Alors, on reviendra sur le... C'est moi. Quand les gens vous disent, nous ne pouvons même pas voyager sur 80 km, Babadjou, Bamenda, pour aller voir notre famille. La réponse, ce n'est pas la chicotte. Vous dites, ok, peut-être il n'y a pas de l'argent, mais dans telle période, on va essayer de faire quelque chose. Vous dialoguez. Et vous leur montrez que vous n'êtes pas les seuls. Parce que je disais tout à l'heure de péage de Bolova à Vangan, ça fait 64 km. J'ai une femme de Vangan dans ma famille, mais je mets 5 heures de temps sur cette route. Donc eux aussi, ils ne sont pas contents. Donc quand il y a un problème qu'on pose, un problème de gouvernance, il ne faut pas en faire l'affaire de quelques-uns. L'État a voulu faire de l'affaire anglophone l'affaire de quelques individus qui sont même des inconnus. Dès qu'on vous attrape ici, vous devenez martyr. Vous vous rappelez la chicotte de 90 où certaines personnes sont allées se faire chicoter pour pouvoir bénéficier du titre d'opposant? Non, ça ne sert à rien d'arrêter les gens, ça ne résout aucun problème, sauf si c'est des criminels avérés. Très bien. Et donc, est-ce qu'on peut quand même penser que le gouvernement a cette fois-ci, le mérite d'avoir présenté les vrais résultats? On s'accorde tous sur cette question, se dit, ces résultats rendus publics, ce sont certainement ceux qui reflètent la situation sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans un contexte où on pointe souvent du doigt les pouvoirs publics de tripatouiller les résultats des examens, est-ce qu'on peut quand même reconnaître que pour une fois, on a les résultats que l'on espérait, ou alors qui semblent présenter réellement la situation dans cette partie? Oui, Albertine, je vais répondre à ta question, mais je n'ai pas aimé la chute, n'est-ce pas, d'Albert Nzonga tout à l'heure. Lorsqu'il parle de certaines personnes qui sont fait fouetter dans les années 90 pour bénéficier du titre d'opposant, je dis non, ça c'est du révisionnisme, ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui ont été fessés, n'est-ce pas, dans les années de Braise, notamment ce que l'opinion publique nationale a enregistré comme étant la fessée nationale souveraine, c'était des leaders politiques, c'était vos anciens collègues politiques, c'était les Jean-Jacques Ekindi, les Mbouamassok et autres. Vous n'allez pas dire qu'ils sont fait fesser pour bénéficier du titre de martyr. Ce n'est pas vrai, vous ne m'avez pas entendu. À moins que ce soit d'autres personnes qui ne sont pas ces leaders. Oui, monsieur, il y a des leaders comme monsieur de Nkonsamba, monsieur Eboa. Eboa, oui. Et il y a qu'on a fessé. Oui. Et dès que est-ce qu'il a choisi d'être fessé? Oh non, mais monsieur Hamon. Moi, j'étais aux affaires, monsieur. Oui. Quand certains ont appris qu'on les a fessés, ils ont dit, tiens,
c'est eux qu'on va considérer maintenant comme opposants. Ils se sont précipités. Moi, je dis, je ne veux pas citer de nom. J'étais aux affaires. Vous savez que c'est l'époque. J'étais grand reporter. Oui. Je l'ai vu. Vous connaissez ceux qui se sont fait fesser et ont même montré leurs fesses. Que vous voyez, on m'a battu aussi. Hein, et qui aujourd'hui sont les grands agents de cet État. Laissez, je ne suis pas révisionniste. Et vous faites, c'est un jugement de valeur, monsieur. Non, c'est pas un jugement de valeur. On peut revenir à la question. Ce n'est pas le débat, s'il vous plaît. Le débat sur le GCI. Ceux qui ont été fessés, parce que Fauchevet a demandé de les fesser, ils sont quelques-uns. Ceux qui, à l'époque, pensaient que pour avoir le titre de Mandela, il faut se faire fesser, sont allés demander leur fessé. Et on les a fessés. On revient au DC, merci. Ok, sur le DC, j'apprécie, n'est-ce pas, l'honnêteté du gouvernement. C'est-à-dire que d'avoir rendu public les chiffres qui correspondent à la réalité sur le terrain, sur les examens. Vous savez, on a souvent critiqué de manière acerbe les différents gouvernements, n'est-ce pas, du régime en place, mais sur ces examens, personnellement, j'aurais pu penser que les chiffres qui sortiraient seraient des chiffres très politiques, comme on en a connu souvent dans le passé concernant certains examens. Mais dans le cas d'espèce, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Je dis beaucoup plus proche parce que je n'ai pas la certitude, je n'ai pas été, n'est-ce pas, dans ces équipes-là qui devaient faire le point. Mais ça correspond à peu près à la réalité. Et cela montre qu'en réalité, si le gouvernement est capable de dire la vérité sur les chiffres de ces enfants, cela signifie qu'il est également capable d'aller au bout de la solution à la crise anglophone. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est le dialogue, le véritable dialogue. Et ceux-là qui doivent intervenir dans le dialogue, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce sont les leaders anglophones qui sont actuellement jugés au tribunal militaire. Ce sont eux les interlocuteurs légitimes. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont eux. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que les missions, n'est-ce pas, gouvernementales ou ministérielles sont allées, que ce soit à l'étranger, on a vu comment ça s'est passé à Bruxelles, à Washington, à Johannesburg, que ce soit sur le terrain, dans le sud-ouest ou le nord-ouest, on a vu comment ça s'est passé. Mais libérer ces leaders anglophones, associez-les au débat, et je vous assure que le gouvernement sera agréablement surpris. Je vais passer la parole d'abord à monsieur le maire qui semble pas être d'accord avec vous avant de revenir à vous, monsieur. Non, je suis un peu d'accord avec lui sur un point. J'ai dit que le gouvernement vient de commettre une erreur monumentale en allant engager le dialogue avec un groupe de voyous à l'étranger. Les vrais anglophones, les vrais Camerounais sont au Cameroun. Même s'ils ont été interpellés, de manière, je pense, de manière préventive pour la maîtrise de la situation, il est grand temps aujourd'hui de discuter avec eux. Moi, je refuse de voir un ministre de la République embastillé dans la mission diplomatique, brutalisé, et on regarde ça des yeux. Et nous, les Camerounais qui vivons ici, il est grand temps que le Cameroun, le président de la République, se retourne vers les Camerounais d'ici. Nous n'avons pas d'eau, nous ne disons rien. Nous n'avons pas d'électricité, nous ne disons rien. Nous n'avons pas ceci, nous ne disons rien. Un groupe de voyous se lève, lève le ton, on envoie toute une mission diplomatique avec des ministres pour aller discuter avec des gens qui disent qu'ils ne sont même pas Camerounais. Ils sont des Amazoniens, Ambazoniens, quelque chose comme ça. J'ai dit non, il faut que la paix revienne au pays. Et pour que la paix revienne, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne, qu'on s'écoute. Même ceux qui sont arrêtés, qu'on essaye de manière pédagogique de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont eu à prendre de telles positions. Le Cameroun ne va pas rester divisé. La Constitution dit qu'il est indivisible. Nous devons donc recoller les morceaux. Et pour recoller les morceaux, il faut inviter tout le monde à la table. Et c'est là où je suis d'accord avec lui, que le gouvernement a entrepris un certain nombre d'initiatives qui visaient à réconcilier les anglophones et les francophones. Et je voudrais quand même apporter un détail. Je ne sais pas si vous êtes au courant que dans la majeure, la grande partie des écoles anglophones, en zone anglophone, ce sont les fils de francophones qui vont à l'école là-bas. Ils payent cher. Et ils payent trop cher. Tout Camerounais a un enfant à l'école dans la zone anglophone. Et au moment où il y a eu des difficultés, ils ont subi tout ça, ils ont échoué. Vous pensez que c'est encourageant pour un parent de renvoyer l'enfant là-bas? Non, il faut qu'on s'assied et qu'on se parle.
Mais c'était Guérotte, justement, quand on regarde les réactions dans la presse cette semaine, plusieurs observateurs et même des habitants de ces régions anglophones estiment que la faute aujourd'hui, la responsabilité totale de la situation revient au gouvernement qui n'a pas su arrêter cette crise quand il le fallait. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, je reviendrai sur l'année blanche dont on parle avant de répondre à votre question précisément. Moi, je pense qu'une année blanche ou ne pas organiser ces examens aurait été une grande honte. Vraiment une grande honte pour notre pays, lorsqu'on sait que notre pays tient à son image au niveau international. Et tient à son image, j'allais dire, à tout prix. On comprend donc pourquoi ces examens ont été organisés. Des examens à tout prix, comme vous le dites. À tout prix. Ça veut dire, son image, le pays tient à, le régime tient à cette image à tout prix. Est-ce qu'on la préserve avec les 5% que nous avons aujourd'hui, cette image-là? Moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'apprécier les chiffres qui ont été présentés. Mais je peux aussi réfléchir autrement en disant que peut-être que ces chiffres sont plus bas que ce qui a été annoncé. Alors, c'est pour dire que, bon, maintenant, quant à savoir pourquoi... Les responsabilités. La responsabilité du gouvernement dans cette crise qui s'enlise. Oui, moi je pense que c'est une manière, je pense que c'est quand même honnête pour le gouvernement d'envoyer même une délégation à l'étranger pour la recherche, entre guillemets, du dialogue. Parce qu'en fait, d'où vient la crise dont on parle? Albert Zongan, monsieur le maire, c'est peut-être de l'étranger que cette crise vient. Il faut guérir le mal à partir de la source, à partir de la base. Parce que ces guerres, ces batailles sont financées par qui? On ne fait pas une guerre sans les moyens de la financer. Alors, moi je pense que la démarche du gouvernement est quelque peu honnête et louable. C'est pourquoi je pense que... Ces missions à l'étranger avaient leur place. Avec leur place. Albert Zongan. Ben, écoutez, il ne faut pas faire de la langue de bois. Nous sommes à un tournant difficile de notre pays. La mission à l'étranger avait pour but de rassembler tous les petits voyous qui se disent membres du RDPC dans une salle, les filmer et dire à l'étranger, tout le monde supporte Paul Biya. Monsieur, quand vous savez qu'ici, il est plus difficile aux semeurs de désordre de sortir et de s'agiter, alors qu'en France, il suffit d'un seul petit voyou pour troubler toute une réunion avec une pancarte. Vous êtes allé vous livrer au diable. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Et quand vous parlez de guerre, il y a des bataillons de bires dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu un combat arme à arme avec les gens de là. Moi, j'ai dit tout à l'heure on a présenté des individus récemment qui avaient... Ah non, écoutez, j'étais presque l'adjoint de Fauchivé pendant longtemps. Les armes qu'on posait, les gens à côté, j'en sais quelque chose. Il ne faut pas... Et puis, ces armes-là, telles que c'était disposé, si vous avez fait votre service militaire, vous devez avoir des doutes que le type ait des armes chez lui étendues comme ça. Même si c'est des armes, les gens les ont bien enlevées pour disposer, pour qu'on fasse des photos comme les pièces de Monseigneur. Vous voulez dire que c'est le régime qui a placé... Je n'ai rien dit. Je dis tout simplement qu'il faut prendre cela avec des pincettes. L'arme, quand il est gardé chez toi, n'est pas dangereux. Je voudrais qu'on me dise qu'on a surpris les gens en train de tirer à tel endroit. Bon, n'y revenons pas. Nous sommes tous des Camerounais. Il ne faut pas parler. Moi, j'aime tellement mon pays que je ne sais pas où j'irai si mon pays tombe mal. J'ai dit qu'il y avait deux fous. Depuis là, j'attends que les vrais notables du nord-ouest et du sud-ouest condamnent les individus qui disent qu'ils ne sont plus Camerounais. Parce que le problème tel qu'il a été posé au début, c'est le problème de tout le monde. Je vous ai parlé de Bangal. Tout le monde se reconnaît dans la malgérance. Mais si après, vous déformez et vous dites non, on veut notre pays, on veut notre monnaie, si vous voulez votre pays, vous ne déchirez pas le drapeau de notre pays. Donc moi, j'attendais que les leaders politiques de l'autre se réunissent pour dire nous voulons un vivre ensemble avec le Cameroun, mais nous nous sentons mal, voici le problème, et qu'on le discute. Mais s'ils ne disent, comme le principe veut qu'ils ne disent rien, qu'on sente, c'est comme si eux tous voulaient la sécession. Et des gens ont demandé pourquoi l'Ouest n'entre pas en jeu. Je dis, mais mon Dieu, je vais entrer en jeu pour aider quelqu'un à partir, et quand il sera parti,
je vais rester là. Si c'est pour le mieux-être, j'entre en jeu pour obliger le pouvoir à un mieux-être. Mais si c'est pour que les autres se coupent pour partir, je n'ai pas vu dans leur carte géographique l'Ouest inclus dedans, ni le Mvomaka. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des Camerounais farouches, jaloux de leur pays, comme moi. Même si Biya disait aujourd'hui qu'il coupe Vomaka, nous irons contre lui. Oui. Mais si les gens de Vomaka disent qu'ils vivent mal, il faut prêter l'oreille et demander ce qui ne va pas. Et ici, chez nous, monsieur, je m'adresse au maire. Vous devriez condamner. Nous sommes un pays où la répression est automatique. Vous arrêtez les gens. Vous mettez 4 ans pour chercher les motifs. Vous faites l'étude de leur dossier pendant 4 ans. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes dans un pays où la liberté des gens ne vaut rien. Bidon, embête, allez, trouvez un motif pour l'arrêter. On vous arrête. Un pays où on donne le droit au sous-préfet de vous garder 24 jours. Mais ce n'est pas possible. Alors, on sort de ce sujet par là, Edmond Kamga. La solution, on est à quelques jours de la prochaine rentrée scolaire, et le défi, justement, du début de cette rentrée dans les parties anglophones du pays est grand. Quelles sont les portes de sortie aujourd'hui pour espérer une année scolaire sereine dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Vous savez, l'un des défis auxquels le gouvernement est confronté aujourd'hui avec la crise anglophone, c'est qu'il a tendance à pratiquer la politique de l'autruche. Il sait qui est l'interlocuteur, mais il va chercher des interlocuteurs qu'il sait fabriquer lui-même, loin de la scène des débats. Parce que pourquoi aller chercher à l'étranger, comme disait Bidjoun tout à l'heure, ce que l'on peut avoir sur place? Parce que les interlocuteurs, ils sont sur place, ils sont connus. Et je rappelais ici que les leaders anglophones qui sont en train d'être jugés sont les seuls leaders légitimes et consensuels de la crise anglophone. Je le répète. Donc, il faut ouvrir, et je ne cesse de le répéter, il faut ouvrir un dialogue sur la question anglophone en associant ces leaders-là. Et pour détendre, parce qu'il faut détendre, n'est-ce pas, l'atmosphère politique, il faut faire baisser la tension. Parce que si la rentrée débute sans qu'il y ait cette détente-là, je peux vous garantir qu'on va assister au même résultat sur le plan scolaire. Oui. Sinon, il sera catastrophique même. Donc, il faut ouvrir le débat. Y compris sur la question qu'on veut éviter depuis tout le temps. Parce que, tout à l'heure, Sonzonga disait que de plus en plus les anglophones parlent de la sécession. Ce ne sont pas tous les anglophones qui parlent de la sécession. C'est une minorité, je précise, c'est une minorité d'anglophones qui parlent de la sécession. La majorité 95%. Est contre la sécession. Ouais. Et une bonne partie demande qu'on débatte sur l'État fédéral. Et susciter un débat sur cette question-là ne peut pas constituer un sujet tabou. Le Cameroun a déjà été un État fédéral. Et il me semble que quand le Cameroun était un État fédéral, il n'y avait pas ce qui est en train de se passer actuellement. Oui. Monsieur le Bidon, oui, la porte de sortie aujourd'hui, est-ce que la résolution de cette crise, la description de la situation actuelle passera forcément, inéluctablement par la libération des leaders qui sont incarcérés? Non, je crois d'abord qu'il faut relever le fait que le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre en ce moment. Parce que quand des individus viennent violer une ambassade, brûlent le drapeau du Cameroun, présenter l'effigie de leur État et de leur monnaie, le Cameroun est en guerre. On les a arrêtés. Il faut... Non, justement, c'est pour ça que je dis que vous arrêtez les nous ne devons pas nous laisser distraire par ceux qui sont à l'étranger. Très bien. Parce que nous vivons ici au Cameroun et le vivre ensemble entre francophones et anglophones est une réalité. Chacun parmi nous a, si ce n'est un ami, un beau-frère anglophone ou francophone. Donc, c'est ici que les solutions doivent être trouvées. C'est ici qu'on doit trouver les interlocuteurs. Et c'est ici que les gens vont s'asseoir en se regardant droit dans les yeux, en posant les problèmes. La crise anglophone aura certainement une issue. À partir du moment où les gens acceptent de s'asseoir pour négocier, moi je dis aux uns aux autres, il ne faut pas avoir peur de négocier, il ne faut pas négocier dans la peur. Il faut donc négocier dans la sérénité. Et pour ce qui est des personnes incarcérées. Des personnes incarcérées, moi je dis que
il faut établir les responsabilités. Et je ne suis pas d'accord avec M. Zonga quand il pense que établir les responsabilités dans une situation aussi grave et aussi confuse, c'est quelque chose qui prend un jour. Non. Je dis que le gouvernement ne tire pas non plus en longueur pour examiner ces questions-là. Qu'on fasse de ces questions qui sont pendantes à la justice, des priorités et qu'on établisse les responsabilités. Ceux qui sont coupables d'avoir incité les Camerounais à la rébellion, j'ai dit qu'ils soient punis sans faiblesse. Ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne sont pas reconnus, et on sait, il y a beaucoup qui sont enfermés aujourd'hui pour un simple délit d'opinion. On connaît les opinions des uns et des autres. Pour le rang de tout ce qu'ils ont fait dans cette République, on connaît leurs opinions. Si ce n'est qu'un délit d'opinion, j'ai dit, c'est une erreur monumentale de les maintenir en prison. Ce sera la dernière intervention sur ce sujet. Oui, mais monsieur le maire, j'espère que le maire, c'est quand même le premier magistrat de la ville. C'est quelqu'un qui connaît le droit. La détention est l'exception. La liberté est la règle. Pour arrêter quelqu'un, on établit soit par flagrant délit qu'il vient de commettre quelque chose dont on n'a même plus besoin de chercher. On ne peut pas vous arrêter 4 ans après. On cherche encore des témoins pour... Non, personne ne peut fuir. Et l'État du Cameroun a les moyens pour maintenir les gens en respect pour qu'ils ne fuient pas. J'espère que vous maîtrisez bien la notion d'ordre public. Ah oui, voilà. Oui, monsieur. J'ai servi ce pays. J'ai servi ce pays. Non. J'ai servi ce pays. Simplement à la règle et à l'exception. Non. J'ai servi ce pays à un niveau où vous n'avez pas encore atteint. Alors, je vous dis... Vous avez été l'adjoint de M. Jean Fouchivé. Il a dit. Oui, il a dit. Vous reconnaissez qu'il était un grand commis d'État. Un très grand commis d'État. Merci. Comprenez donc qu'on ne connaît pas. Donc, non. On a de bonnes raisons. Je vous dis, soit vous faites comme vous faisiez d'habitude. On arrête quelqu'un, on le met au cachot. Personne ne sait où il est. Soit vous arrêtez quelqu'un pour un délit et vous le jugez pour qu'il présente ses arguments et que vous présentez des contre-arguments pour le condamner. On ne peut pas attraper les gens et dire on cherche. Je dis la même chose que vous, M. Zonga. Le droit de défense doit être la priorité de 4 ans. Vous pensez que le magistrat, un haut magistrat, qu'on vient prendre chez lui, et on va mettre en prison, et quelques temps après, on vous dit on l'a envoyé en retraite. Le crime n'a pas de sexe. Le crime ou le délit n'a pas de sexe. On va arrêter le débat là-dessus pour passer au prochain sujet. Oui, Albertine, moi je suis d'accord avec tous les intervenants qui parlent du dialogue. Parce qu'en fait, le dialogue restitue le sens partagé de la patrie et consolide la paix. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais dialoguer avec qui? Cela reste le problème. Moi, je pense qu'il faut dialoguer avec toutes les communautés. Parce que je continue à le dire, je persiste à le dire, la communauté internationale dans nos pays d'Afrique, Monsieur Zonga, Monsieur le maire, vous le savez, nous avons vu ce qui s'est passé ailleurs. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Lorsque les ministres vont en Belgique, au Canada, ils reçoivent nos compatriotes dans une salle, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font d'autre qui n'est non dit. Donc, la communauté internationale a des choses à dire. Que des simulations ainsi peu de S'il vous plaît. Rapidement, c'est ça. Rapidement. La politique de m'as-tu vu? Nous allons en Belgique, nous allons rencontrer les gens. À l'issue de cela, on va donner un cocktail, on va boire. Non, ça devient du... Alors, merci. On fermera là le débat sur ce sujet. Je propose que nous prenions le stand de ce jour. L'exécutif coordinal de Yaoundé 6e, je le disais, a donc finalement pris fonction vendredi. Le maire Jacques Yoki Onana et ses adjoints, dont vous, Monsieur Saint-Oula Bidon, avez été installés dans vos fonctions près de 2 mois après l'élection qui vous avait porté à la tête de cette municipalité. Un blocage qui était dû à un désaccord entre l'exécutif élu et Gilbert Ntimiévouna, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le Fundi, qui regrettait alors qu'une consigne de vote édictée par ses soins n'ait pas été respectée au cours de cette élection. Plus simplement, le délégué du gouvernement était donc contre
le choix porté sur Yoki Onana, le maire actuel. D'abord, dans le cas de Yaoundé 6e, Edmond Kamga, quel commentaire vous faites de toute la situation qui a été vécue depuis le début de cette crise jusqu'à le dénouement avec donc la sortie du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation? D'abord, j'observe avec beaucoup d'intérêt que la presse a traité de cette actualité de bout en bout, c'est-à-dire depuis le début de la crise jusqu'à son dénouement, jusqu'à son aboutissement heureux. Je dis c'est un aboutissement heureux parce que personnellement j'apprécie la manière dont l'État, le gouvernement, à travers René Emmanuel Sadi, a géré cette question. C'est vrai que ça a malheureusement traîné, mais c'est la solution. C'est ainsi qu'il fallait traiter cette crise-là, gérer à la fin. C'est-à-dire, il faut respecter la loi. Et le principe dans la loi électorale, c'est l'élection. Il y a eu l'élection d'un exécutif municipal. Il fallait tout simplement l'entériner et faire en sorte que cet exécutif municipal puisse exercer ses fonctions comme il se doit. Je reste un peu sur les généralités pour dire qu'en réalité, dans cette affaire, on a vu l'État s'opposer au parti au pouvoir. L'État s'est opposé au RDPC, ou plutôt le contraire. Le RDPC s'est opposé à l'État. Et dans le cas d'espèce, vous imaginez un parti qui relève du droit privé s'attaquer à tout un État qui relève du droit public et oser vouloir surpasser l'État. Et j'allais même dire, quand Timien Mvouna, le délégué du gouvernement après la communauté urbaine Yaoundé, est intervenu dans ce dossier, c'était pour montrer qu'en réalité le parti est au-dessus de l'État. Heureusement, le MINAT, René Emmanuel Sadi, a démontré que l'État est au-dessus du parti. C'est d'autant plus intéressant que René Emmanuel Sadi a été hier, autrefois, secrétaire général du comité central du parti. Donc il n'y a pas mieux que lui pour comprendre ce que c'est que le parti au pouvoir et l'État. Et il a pris la meilleure décision. Albert Zong ensemble ne pas du tout être d'accord avec vous. Je crois que mon collègue de gauche, peut-être j'ai l'avantage d'avoir été du RDPC et d'avoir participé à la confection de ces lois et règlements. Vous confondez des attitudes individuelles. Certaines personnes pensent que le RDPC est une boîte à crabes où chaque serpent chante sa sonnette. Parce que ce que M. Timi Vouna a voulu faire, c'est une affaire personnelle. Si c'était une affaire du parti, c'est le secrétariat général du RDPC qui allait écrire, qui allait donner des demandes d'explication. Parce que tel que je connais les textes de base du RDPC qu'on n'a pas changé, d'abord, le titre qu'il porte n'existe pas dans l'organigramme officiel du parti. Les trésoriers. Non, les délégués permanents. Les délégués départementaux ou tout ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Mais on n'a pas changé les textes. Ça, c'est comme ça que le RDPC a tendance à fonctionner. Donc, quand ce monsieur est délégué départemental, s'il estime qu'il y a un désordre de cette nature dans sa circonscription, il s'en remet au comité central. Et le comité central décide de ce qu'il va faire. Et si le comité central avait décidé autrement, ça serait grave. Mais moi, je suis une des premières victimes, monsieur. Mon Kamga, vous ne venez pas dire, vous savez que j'étais maire de Douala 3e. Oui. Et on a dit que le chef d'État a dit qu'un Bamileke ne peut pas diriger cette commune et que le machin, on m'a enlevé pour donner à quelqu'un dont je payais. Bon, plus tard, on ne peut pas arrêter l'évolution d'un pays. Plus tard, on a divisé Douala 3e en deux. Douala 3e et Douala 5e. Et deux Bamileke ont dirigé les deux mairies. Donc il faut donner au temps le temps. Disons tout simplement que Timon Ivuna est quelqu'un qui est même au-dessus, qui se croit au-dessus du parti, pas seulement au-dessus de l'État. Il a agi en son nom personnel. Parce que s'il agissait au nom du parti, je vous dirais que René Sadi n'aurait jamais eu la possibilité de prendre une mesure sans s'en référer au président national. Mais René Sadi a voulu lui dire que monsieur, jusqu'ici vous avez fait des folies, on vous l'a pardonné, vous avez cassé des maisons des gens comme vous voulez, mais là, vous avez franchi la borne. Alors moi, je m'apprête à recevoir le nouveau exécutif de la 6e. Je vais les inviter parce que c'est des gars qui ont réparé le tort qu'on m'a causé. Très bien. Alors, Saint-Ela Bidon, justement, le ministre de l'administration territoriale
quand on écoute cette intervention de M. Albert Zonga, on n'a finalement pas pris seulement cette décision en tant que ministre de l'administration territoriale, mais il y avait également une dimension du parti. C'est quand même un cadre du parti de RDPC, ancien secrétaire du comité central de ce parti-là. Ce n'est pas seulement la loi qui a prôné finalement dans la prise de cette décision, mais il y a également que ce n'était peut-être pas la volonté de votre parti d'avoir un autre maire à la tête de 6e. Ouais. Je crois qu'il faut restituer la situation de Yaoundé 6. Un maire est mort. Oui. Que dit la loi? Il y a des vacances. Oui. La loi dit tout simplement qu'au bout de 60 jours, un exécutif communal doit être élu. La convocation de cet exécutif, de ce conseil municipal extraordinaire est faite par M. le préfet. Les élections sont supervisées par M. le préfet. Les résultats sont proclamés par M. le préfet. Est-ce que ça a été le cas à Yaoundé 6? J'ai dit oui. Sur le plan de la légalité, la décision du MINAC ne peut souffrir d'aucune irrégularité comme l'a prétendu le RDPC dans sa requête. Mais maintenant, sur la légitimité de la candidature et de l'élection de Yoki Onana, il y a 3 tests qui se chevauchent. Il y a les tests de base du RDPC qui disent dans leur article 58 que le parti investit un ou plusieurs candidats. Article 31 est puni, est considéré comme faute disciplinaire toute désobéissance par un militant d'une décision de la hiérarchie du parti. Voilà en ce qui concerne le parti. Maintenant, il y a une circulaire signée par le secrétaire général du comité central qui venait organiser les élections des conseils et des exécutifs communaux au sein des conseils municipaux pour le RDPC. Et cette circulaire a dit que les personnalités ressources d'accompagnement ne sont que des facilitateurs. Ils peuvent imposer un candidat. Ils doivent viser le consensus. Si le consensus n'est pas atteint, les conseillers municipaux procéderont librement à l'élection du maire. Et il conclut en disant, le président national du RDPC attache du prix au strict respect de cette circulaire. Donc, vous voyez que nous sommes allés en réunion, il n'y a pas eu de consensus. M. Yoki Onana s'est obstiné à poser sa candidature, comme l'autorise la circulaire du RDPC. Il a posé sa candidature, et il y a la loi après. La loi dit que tout conseiller municipal est un potentiel maire, donc peut se porter candidat à l'élection de maire. Il y a donc un problème de hiérarchie des normes. Donc, le problème est un problème de droit. Je crois que M. Gilbert Chimevouna n'a pas eu de bon conseiller juridique pour lui dire d'entrée de jeu que cette bataille-là était perdue. Parce que la loi est au-dessus des règlements internes des associations. C'est clair, c'était clair. Je crois que non, il faut que je restitue quelque chose pour que vous continuiez dans... Oui. Le texte de base du RDPC a été fait avant 1996. Avant 1996, l'année de la promulgation de ce que nous pouvons appeler dernière constitution du Cameroun. Et l'article, l'alinéa 5 de l'article 5 qui dit tout mandat impératif est nul, oui, est un article que j'ai fait introduire. Et c'est le professeur Oona qui l'a mis pour me protéger. C'était donc pour annuler ce dispositif qui dit que le parti possède le candidat. Parce qu'on disait que ce qui est exclu de son parti est exclu de sa fonction. Donc, à partir de 1996, cette disposition de votre règlement qui dit que le parti choisit son candidat est forclos. Parce que ça ne répond plus, ça ne peut pas aller contre la Constitution. La Constitution, bien sûr. Qui dit que tout mandat impératif justement, M. Zonga, les tests du RDPC ont été rédigés par des gens qui sont nés au 19e siècle. Tous. RDPC devenant, l'UNC devenant le RDPC, nous avons hérité de ça et ces tests
ont été écrits au XXe siècle et s'appliquent au XXIe siècle. Ce n'est plus possible. Oui. Il y a une contradiction totale, une ignorance même à la limite. Et c'est pour ça que j'ai dit que les tests doivent être réécrits. Un parti ne peut pas avoir tant d'agrégés pour ne pas sortir des tests dits d'une association de Bayam Salah. Il faut revoir les tests de base du RDPC. Ils sont contraires. Et quand ils sont contraires à la loi, il faut s'attendre à ce que le résultat soit celui-là. Mais moi, je me satisfais d'abord d'une chose. La première leçon qu'on peut tirer de cette élection, du cas Yaoundé 6, c'est l'affirmation de la presse comme le quatrième pouvoir. Parce que je dois avouer que si la presse n'avait pas été là, cette affaire n'aurait pas abouti. Et je dis merci à la presse. Bon. Et Merci. Alors, M. Teghot, dans la presse également, le commentaire que l'on fait, c'est que cette crise, on peut l'appeler ainsi, à Yaoundé 6e, remet au goût du jour la question de l'arbitrage du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans les partis politiques de façon globale. Comment est-ce que vous appréciez les relations entre les partis politiques et l'administration territoriale en termes d'arbitrage? Vous, à l'UPC, qui justement avait plusieurs fois recours à ces arbitrages venant du ministère de l'administration territoriale. Oui, j'avoue que cette question a été toujours d'actualité à l'UPC. Ce qui se passe au RDPC, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles pour nous autres. Et l'administration, il faut le dire, sur le plan des textes, ce n'est pas dit de manière claire, est considérée comme l'organe tutélaire des partis politiques, j'allais dire des associations. Et en tant que tel, il y a toujours comme une envie, une possibilité de recours à l'administration dès lors qu'il y a un problème. Parce que on parle des partis politiques légaux. C'est parce que l'administration a autorisé. Et cette autorisation-là nous lie presque. Quand il y a des problèmes à l'intérieur, c'est l'administration. Mais, en réalité, cela n'est pas une mauvaise chose. Mais on s'entendrait à une administration qui est apolitique. Or, ici chez nous, tel n'est pas le cas. L'administration se confond avec le parti au pouvoir. Et cela gêne absolument le fonctionnement des autres partis politiques quand il y a crise à l'intérieur. Et quand il y a crise, on se recourt à l'administration. Et l'administration ne peut pas, l'administration qui est à la fois le parti État, ne peut pas nous permettre de nous développer aisément. Il y a des blocages. Voilà la question, les problèmes que souffrent les partis politiques dans leur ensemble. Ah bien, j'entends. Ben, je voudrais tout simplement dire que c'est très beau quand on fait appel à l'administration, quand ça vous arrange, et quand on décrit cette administration, quand ça ne vous arrange pas. Disons que la pratique veut, et la presse l'a traité ainsi, que l'administration se confonde au RDPC. S'il s'agissait d'un parti qui n'était pas RDPC, ce problème se serait résolu. Chacun se dit, est-ce que tel n'a pas l'oreille du chef de l'État? Est-ce que nous sommes en présence d'un parti où des individus pensent qu'ils sont au-dessus de l'État? Moi, je sors d'une cérémonie traditionnelle à l'Ouest. J'arrive, je suis ancien député, ancien rapporteur général de l'Assemblée, ancien conseiller des institutions. J'arrive, je n'ai pas de place parce que je suis opposant. Mais quand quelqu'un arrive là, il dit qu'il est membre du comité central du RDPC, alors que moi j'ai des membres du comité central de la dynamique, on se bouscule pour le faire asseoir. Donc on a laissé entrevoir cette notion de RDPC égale État. Et c'est normal. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas voir un seul gouverneur qui n'ait pas sa carte. Vous ne pouvez pas voir un seul général qui n'ait pas sa carte de RDPC. Donc finalement,
tant que nous n'allons pas remettre... Monsieur Zonga, quand vous serez au pouvoir, nous aurons tous les cartes de votre parti. En ordre, non. Écoutez, monsieur, c'est des cartes fictives de parti. Heureusement qu'eux-mêmes, ils n'y attachent aucune importance. Ils se disent c'est pour protéger mon gari. Vous me dites que ce ne sont pas de véritables militants? Est-ce que le RDPC a besoin de militants? Le RDPC a l'armée pour vous mettre au pas. Il choisit ses militants, il vous désigne. Chimivuna, un matin, quelqu'un qu'aucun Yaoundé ne peut les lire, on le nomme délégué du RDPC. Je ne suis pas sûr que si on mettait M. Bidoum et M. Tsimi pour une élection libre, pour voir qui va représenter le parti, il aurait 2 voix. Donc nous sommes dans un pays où les nommés veulent prendre le pas sur les élus. Et vous avez vu ça à Douala, le cas de Lazare. Le Sob-Lazare, qui passe, il est député, mais comme le délégué ici est un Bassa, et on dit qu'il faut mettre un PKP qui est un Bassa, il fait tout pour que Frundi dise que non, je n'étais pas désigné, et on l'enlève. Donc c'est ça que Tsimi, heureusement que tu as dit qu'ils sont dans le siècle passé, il croyait que ça existe encore. Malheureusement pour lui, Sadi n'a pas toléré. Mais je voudrais vous dire que si Sadi a fait cela, sortant de ce qu'il a eu l'oreille du chef de l'État, on lui a dit de faire. Oui. Très bien. L'État est au-dessus du parti, c'est clair. Je pense que l'État est au-dessus du parti. Enfin, et je le rappelais ici. L'État est est au-dessus de l'UPC, de la dynamique des autres, mais l'État est en dessous du RDPC. Ça, dans la réalité, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est l'État qui est au-dessus. C'est ce qu'on croyait. Je m'arrête sur la décision qui a été prise à Yaoundé 6. Non. C'est la loi qui a été respectée. Monsieur c'est Hermon. l'État qui a primé. Alors, c'est ça qui est important. Monsieur Hermon. Selon Albert Zonga, la loi faisait les affaires du parti, en fait, dans ce cas-là. Non, quand on parle des partis au Cameroun, il faut parler des petits micro-partis que nous sommes. Mais le RDPC n'est pas un parti. C'est l'État. On ne peut pas parler de parti en parlant du RDPC. C'est l'État du Cameroun. Écoute, monsieur, vous ne pouvez pas être président de la République, président d'un parti, candidat naturel. Ce n'est pas possible. Monsieur Albert Zonga. Vous n'avez pas le détaché. Aujourd'hui, vous critiquez cela. Vous avez la mais parole. hier, vous ne l'avez pas critiqué. Monsieur, c'est ça qui m'a fait partir. Très bien. Ce sont ces choses-là qui m'ont fait partir. Monsieur Albert, moi, j'ai estimé que qu'on devait au Congrès élire le président. On m'a dit distinct du président de la République. Du président de la République. Oui. On m'a dit c'est pas possible, je suis parti. Ne me dites pas hier, mais qui n'a pas dit hier? Tu étais enfant hier, tu n'es plus enfant aujourd'hui. Pas du tout. Monsieur Zonga, si vous aviez fait carrière dans la caricature, je suis sûr que vous serez au-dessus de planture. Parce que vous excellez. Ce n'est pas ça le RDPC. Le RDPC, en fait, il faut déjà parler des leçons à tirer de la situation de Yaoundé 6. La question était une question de droit. Oui. Mais les incidences sont politiques. Les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets ailleurs. Ailleurs, on sacrifie. Je sais comment fonctionner. Allez-y, vous avez la parole. C'est un président aujourd'hui, on a un président. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Donc, la situation de Yaoundé 6 est très riche en enseignements politiques. Le premier enseignement politique qu'il faut tirer, c'est que le président de la République a admis ce qu'il vous a refusé et qu'il m'a concédé à moi, la refondation du parti. En créant des commissions permanentes de supervision, tout ce que vous voulez, j'avais commis une tribune à l'époque que j'avais intitulée « Le push de la Légion QT ». En fait, le président national s'était retrouvé coupé de la base. Lui qui déclarait à haute et intelligible voix que le RDPC était un parti de masse, et devenait petit à petit un parti d'état-major. Et ces états-majors ont tout confondu, au point de prendre le parti en otage. Le président Biya a dit qu'il était un démocrate. Les statuts du RDPC disent dans leur article 2 que le RDPC pratique la libre concurrence, le libre choix des dirigeants, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Dans le cas de Yaoundé 6, voilà la liberté du choix des dirigeants qui s'est opéré. Et le président de la République a donné une suite favorable. Je te prends à témoin. Ça signifie que, laissez-moi finir, ça signifie que le président national est en train de rendre le pouvoir au peuple qui lui avait été arraché. Et je dis donc,
que la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que le président national du RDPC entend désormais fonctionner avec des Camerounais qui ont une légitimité populaire. Parce qu'il est plus conscient que tout le monde qu'au renouvellement, on l'a trompé, on a pris le parti en otage. Chacun a positionné ses hommes. Ça fait du grand bruit, il est resté tranquille. Très bien. Et aujourd'hui, Monsieur Bidoum, vous vous appelez Bidoum, et l'autre, le maire élu s'appelle quoi? Onana. Yoki Onana. Monsieur, vous n'avez pas inventé le fil à couper le beurre. Ici, Madame Foning est morte. Il y a un conseiller qui voulait se porter candidat, comment il s'appelle? Celui qui est Limbi. Non. Célestin Jamel. L'ancien adjoint de Foning. Jean-Michel Ninche. Non, ça c'est l'opposition. Il y avait un brin là qui était même cinéaste. Tulen. Monsieur Tulen. On l'a écarté parce qu'on estimait que la mairie revenait de droit à des gens. On a envoyé pour magouiller. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui avait gagné chez vous là-bas, n'étant pas vous et Onana, ça ne se serait pas passé comme ça. Très bien. Vous avez été de bonne couleur. Alors, notre problème pour refermer ce deuxième sujet, M. Teguihot, c'est les aspirations de la base dans les partis politiques. On a l'impression que justement les partis politiques, pas seulement les DPC, sont tenus en otage par les caciques, par le sommet, et que l'on ne prend pas en compte les aspirations de la base. Quel est l'état peut-être du PC? Mais justement, parce que dans nos partis, ces dirigeants du sommet sont eux-mêmes les otages du RDPC, pour ne pas dire de l'État parti. Et quand ils sont les otages, effectivement, la base n'a plus de parole. Mais c'est également le cas dans d'autres partis de l'opposition, pas seulement RDPC. On a l'impression que, justement, des décisions sont prises au sommet et les militants ne sont pas associés dans ces décisions-là. Oui, mais justement, moi, dans mon cas particulier, cela arrive ces jours-ci. C'est le cas ces jours-ci où, effectivement, je ne cite personne, mais les dirigeants font n'importe quoi. Et essayent de faire n'importe quoi, et la base ne sait plus où s'en remettre. Alors, je voudrais dire tout simplement que la légitimité populaire est importante. Ouais. Et dans le cas d'espèce, c'est effectivement, comme l'a dit M. Bidoum, le respect, n'est-ce pas, de la volonté populaire, parce que l'exécutif qui a été élu est le reflet véritablement du conseil municipal, qui est lui-même le reflet de ceux qui les ont élus à cette municipalité. Et je souhaite que cela serve de précédent, c'est-à-dire que ce soit un cas d'école, désormais, pour d'autres cas de figures qui pourraient se poser dans l'ensemble des autres partis. Parce qu'on avait aussi des cas dans le SIF où un maire, avec la légitimité populaire, s'est fait élire, malheureusement, l'administration, ou alors la hiérarchie du parti a estimé que c'est pas lui qu'on voulait. Et on l'a enlevé. Et on l'a enlevé. Non, il y a eu des cas comme ça. Non. Mais la loi protège les élus. Non, si nous prenons le cas de M. Yoki Onana aujourd'hui, le RDPC peut prendre des dispositions disciplinaires contre M. Yoki Onana. Mais M. Yoki Onana restera maire. Oui, non, là on est d'accord. Si c'est l'administration qui est allée chercher. Là on est d'accord. Son mandat, il va l'achever jusqu'à la fin. Il va achever son mandat, quel que soit. Moi-même, j'ai achevé mon mandat de député ayant démissionné à cause de l'article de la Constitution qui dit tout mandat impératif est nul. Et attention, c'est à cette occasion qu'on a demandé au premier vice-président, M. Eton Elarion, d'expliquer ce que veut dire mandat impératif. Parce que quand le professeur on avait écrit cela, on a laissé passer. Si on savait que ça voulait dire que le parti ne tient plus, on n'aurait pas laissé passer. C'est quand je suis arrivé à l'Assemblée et le président de l'Assemblée m'a dit que je ne fais plus partie de l'Assemblée parce que j'ai démissionné du RDPC, que je lui ai fait valoir cet article. Il a demandé au vice-président, il dit oui, tout mandat impératif est nul. Le député représente l'ensemble de la nation. Et on l'a ajouté en disant que donc, en ce qui concerne le municipal, que cette loi s'applique au municipal mutatis mutandis. Donc, pour toutes les autres élections aussi. Donc, je dis que ça, c'est une force. Et c'est très important. Je le disais, il faudrait que ça s'élargisse
n'est-ce pas, à l'ensemble des autres partis politiques, que l'administration joue le même rôle, pas seulement quand c'est le RDPC. Il faudrait que quand c'est un autre parti, que la même décision soit prise, que force reste à la loi. Plus près de nous, c'est vous qui avez rendu ça. J'ai entendu à la radio à Equinox qu'il y a un président d'un parti qui a organisé une conférence et un membre de ce parti a obtenu que le sous-préfet interdise la conférence. Et puis après, on a chassé. C'est-à-dire l'État ne veut à la tête des partis que ces gens. Et il fait tout. Vous allez pour connaître ceux qui sont les gens du parti. Il faut voir le désordre qu'ils font dans leur parti. C'est pour cela qu'ils sont toujours. Il faudrait que l'État. Donc l'administration, monsieur agit quand ça les arrange. Ils agissent quand c'est. Mais j'ai dit, il est important qu'ils fassent respecter la loi chaque fois que la loi le prescrit. Très bien. Non, je voudrais tout simplement dire à mes camarades militants du RDPC de rester éveillés. Le coup d'état politique qui s'est préparé au sein du RDPC vient d'être désamorcé. Parce que le président national du RDPC... Mais toi, tu es un putschiste, reprendre du RDPC sera candidat. Il a maintenu. Laissez-moi finir. Il vient de reprendre le RDPC en main. Oui. Et la refondation du parti a commencé. La seule chose qui reste souhaitable aujourd'hui, c'est le parachèvement du processus démocratique au sein de ce parti. S'il est déjà admis que la base peut imposer son candidat, qu'il soit également admis que Saint-Éloi Bidou soit candidat au prochain congrès au poste de président national. Voilà qui est clair. On va donc refermer cette émission avec ce dernier sujet. On parlait de cette Coupe d'Afrique des Nations, les préparatifs justement. Et avant donc de refermer, un mot sur cette mission d'inspection de la CAF qui était annoncée ce week-end, dès ce dimanche au Cameroun, pour évaluer donc l'état d'avancement des chantiers relatifs à cette compétition. Mission qui a été reportée contre toute attente vendredi. Le cabinet d'Audi, en apprenant des communiqués qui ont été rendus publics à cet effet, que l'un des membres de ce cabinet se serait plaint pour sa sécurité, avec crainte pour sa sécurité au Cameroun. L'on apprend également, pas de date encore pour cette autre mission, qui doit donc revenir pour ces travaux, pour voir les travaux donc de cette compétition. Donc, il y a déjà un commentaire sur tous ces derniers événements, cette CAN qui fait beaucoup parler d'elle finalement, et c'est cette CAF qu'on attendait, ce cabinet qu'on attendait. Comment comprendre qu'à la dernière minute, ce cabinet se rétracte, alors que la CAF elle-même se rétracte? Comment on pourrait expliquer cela? On pensait la CAF elle-même prête pour cette évaluation finalement. Je commencerai par une boutade. Ahmad disait le Cameroun n'est pas prêt. Aujourd'hui, lorsque la mission d'inspection est reportée, qui n'est pas prêt? Ça c'est une boutade. Qui n'est pas prêt? Est-ce le Cameroun ou la CAF? Mais enfin, passons à travers cette boutade pour dire, et je suis reconforté dans mes développements antérieurs sur ce plateau. Je vous disais qu'il y a deux combats qui sont menés en même temps. Un combat sur le plan sportif, un combat sur le plan diplomatique. Et j'ai le sentiment que l'influence de l'aspect diplomatique est en train d'emporter sur le côté sportif. Sans enlever quoi que ce soit à l'objectivité de ce qui doit se passer. Pour dire quoi, en réalité? Le fameux cabinet d'Audi comptable, n'est-ce pas? N'oublions pas, le cabinet en question, PricewaterhouseCoopers, est implanté au Cameroun, il faut le dire. C'est un cabinet international, mais qui est également implanté au Cameroun. Et à la dernière minute, on parle d'un désistement, et du coup, la CAF, n'est-ce pas, ajourne sa mission d'inspection. Je vais vous dire que je ne suis pas du tout surpris, pour les raisons que je viens d'évoquer, que Ahmad s'était mal pris dès le départ, et ça ne pouvait qu'aboutir qu'à une situation comme celle-ci. Il y a une sorte d'enlisement. Mais en réalité, c'était prévisible. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est que Ahmad, en passant de 16 équipes à 24 équipes, en passant d'un cahier de charge à un second cahier de charge, ne pouvait pas, de manière, j'allais dire, objective, venir opérer une mission d'inspection. Qu'est-ce qu'on viendrait inspecter? Le premier cahier de charge ou le second cahier de charge? Qu'est-ce qu'on viendrait inspecter? Or, d'après l'actualité, c'est le second cahier de charge. Mais dans ce cas, il faudrait donc
il y ait une entente entre le Cameroun qui organise et la CAF pour harmoniser un nouveau délai d'inspection. Très bien. C'est tout à fait clair et juste. En attendant d'autres développements ultérieurs, qu'ils soient sur le plan, j'allais dire sportif, que ce soit éventuellement du côté de la tasse, le Cameroun se plaint, mais je pense que ça va se régler. Albert Zangan, un journal titrait cette semaine Cannes 2019, quand l'enjeu dépasse le jeu. Est-ce que finalement, le côté diplomatique, le côté politique même, l'emporte déjà dans cette, ce côté sportif de cette Cannes 2019? Non, évitons un nationalisme outrancier avec un ton aussi grave que celui des Monts. Ça ne se passe pas comme vous pensez. Je peux même au contraire dire qu'on a menacé ce cabinet en lui disant si tu viens dire que nous ne sommes pas prêts, tu ne travailles plus ici. Ça peut se faire. Et ils ont dit, bon, dans ce cas, ce que nous gagnons au Cameroun en travaillant comme cabinet d'expertise... C'est une supputation, mais c'est parce que vous aussi, vous avez supputé. Je dis... C'est une analyse que je fais. Mon analyse est ceci. Quand vous dites entre le cahier de charge de 16 et le cahier de charge de 24, monsieur, quand on parle d'un bâtiment, il y a le mur, il y a la finition et il y a maintenant les meubles. Que ce qu'on passe à 24 ou à 16, il y a un minimum d'équipement qui doit être là. Ça dit que ce soit même pour 16 ou pour 15. Donc, je crois que Ahmed est le meilleur ami du Cameroun. Parce que depuis qu'il a dit que le Cameroun n'est pas prêt, c'est comme s'il avait réveillé des gens qui dormaient. Chacun se dit, je suis prêt. L'autre s'empresse, il met une équipe de 160 personnes. Et c'est la même personne qui, pour une petite canne, avait demandé 24 milliards, qu'on a ramené à 4 milliards, et on a estimé que là, ça s'est bien passé. Alors, lui, il veut 700 milliards. Je dis que vous avez des gens au Cameroun qui n'attendent pas la canne pour faire promouvoir le sport, ni l'image du Cameroun. C'est pour fructifier leur portefeuille. Et ils sont prêts à tout. Et ils ont tout fait pour anéantir la canne. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'en 2015, on sache qu'on va organiser la canne, qu'on sélectionne même les entreprises, et qu'on dit on a retenu tel, on envoie à la présidence. Et que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Ahmad sorte, le dossier est là. Et quand il sort, on dit au chef d'État, l'image du Cameroun est en danger. Il faut vite qu'on trouve quelqu'un. Et nous, on connaît quelqu'un qui est prêt, qui va nous aider. Bon, le chef d'État, il signe. Donc, vous avez des Camerounais. Et ça, c'est valable pour le sport, c'est valable pour beaucoup de choses, qui mettent leur profit personnel au-dessus de l'honneur de notre pays. Notre pays, mais M. Helmond, vous savez que j'étais bien dirigeant de sport, j'étais trésorier de l'Union de Douala. Exactement. Vous êtes allé au stade de la réunification? C'est une honte. Rien que les billets qu'on paye, si on disait qu'on paye un billet, on arrange une lumière. Vraiment, on n'en serait pas là. Le Camerounais n'aime pas son pays. Vous avez déjà été dans le sud? Comme là, les gens se gabalisent et disent les boulous sont bien. Vous avez été dans le sud, vous voyez la grosse maison du ministre. Et tout autour, vous voyez cette misère. Est-ce que vous savez qu'il a fallu attendre qu'un Bamileke soit ministre de l'énergie pour mettre le courant à Bangal? Alors que c'est chez... Le ministre n'est pas seulement ministre de son village, monsieur. Non. C'est pour que vous compreniez que même là-bas, ceux qu'on croit qu'ils possèdent les choses possèdent pour eux. Très bien. Ils ne possèdent pas pour le Cameroun. Et que tant qu'il y aura tant de gourmands à Yaoundé, le Cameroun va en pâtir. Il faut que le chef d'État tire de leçons. Saint-Ouen Binois, est-ce que vous êtes surpris par ce dédistement qui vient de ce cabinet qui devrait évaluer les travaux de la Cannes, les travaux d'avancement des chantiers de la Cannes? Je voudrais tout d'abord dire que l'organisation de la Coupe des Nations au Cameroun a été sujette à caution. Et je dis que ceux qui ont entretenu ce débat et pendant longtemps, d'où découle ce deuxième débat, ont tort. La Coupe des Nations est une compétition de prestige. Nous l'avons organisée il y a 45 ans. Et en 45 ans, nous avons pris part à des éditions de Coupe des Nations dans tous les pays, y compris des pays plus petits et plus pauvres que le nôtre. Et
qu'on comprenne que ceux-là avaient également investi de l'argent. Donc ce n'est pas de l'argent perdu. Parce qu'une Coupe des Nations, on doit pouvoir se l'arracher. Parce que c'est une source de développement, d'investissement. Je vais vous prendre l'exemple. Il n'y avait pas d'eau à Yaoundé depuis. Pour la Coupe des Nations, on est en train de mettre l'eau dans tout Yaoundé. L'eau est de retour. Voilà autant de choses que la Coupe des Nations apporte. Il y a un développement hôtelier. C'est vrai que les hôtels fleurissent à Yaoundé et à Douala. Les Camerounais sont familiers des hôtels. Peut-être pour d'autres raisons. Mais je dis que la Coupe des Nations est une opportunité de développement. Et le plan d'urgence lancé par le président Biya, quand il lançait le plan d'urgence il y a quelques années, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, on est en train de voir comment, pour la Coupe des Nations, on apporte de la lumière, on apporte de l'eau, on renforce les équipements hôteliers, on crée des routes, on bitume, toujours pour la Coupe des Nations. Est-ce que ces routes-là vont repartir? Elles vont rester chez nous. Donc, on n'a pas eu tort d'organiser. La véritable question qu'on devrait se poser, est-ce que les acteurs qui sont concernés par l'organisation ont fait ce qu'il faut pour que cette Coupe des Nations se déroule dans de bonnes conditions? Là, je dis non. Ils n'ont pas aidé le président de la République. Ils ne l'ont pas aidé. Et si on nous dit aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts, nous-mêmes, nous pouvons voir que nous ne sommes pas prêts. Quand vous regardez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'on va organiser la Coupe des Nations. On le sait depuis. L'autoroute Yaoundé-Douala est où? L'accès lourd Yaoundé-Kribi, l'accès lourd, machin. Vous voyez, tout a pris du retard. Et tout simplement parce que les gens étaient dans une conspiration silencieuse de faire échouer cette histoire. Et je me réjouis de ce que le président de la République, fût-ce peut-être tardivement pour certains, ait repris les choses en main. Je suis sûr que nous organiserons cette Coupe des Nations. Alors finalement, on s'accorde tous sur le fait que nous sommes un peu en retard. Je fais de l'euphémisme dans cette affaire. Ça veut dire que ce report finalement de cette mission d'évaluation fera du bien au Cameroun, Maître Téké? Oui, certainement, parce que moi je voudrais dire que trois choses s'entremêlent dans cette affaire. Le sport, l'argent et le politique. Le président de la CAF n'a pas été insensible à la levée du bouclier des dirigeants camerounais. Et comme tel, il a voulu donner du temps. Et ne soyez pas surpris, parce que c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de gros sous. Ne soyez pas surpris que le cabinet d'expertise qui se débine aujourd'hui revienne dans la danse demain. Pour vous, ça fait partie de quelques manœuvres pour aider le Cameroun, accompagner le Cameroun dans cette organisation élément Cameroun. Effectivement, c'est ce que j'appelais le volet diplomatique. Le volet diplomatique est multiforme. C'est-à-dire c'est des pressions diverses. Il y a du lobbying qui se joue à divers niveaux pour faire en sorte que l'objectif soit atteint. L'objectif, c'est que le Cameroun organise cette CAN en 2019. Et je suis d'accord avec M. Bidon qui estime que notre maillon faible, ce sont ceux-là qui sur le terrain sont chargés de l'organisation. Ce sont ces entreprises-là qui sur le terrain doivent rendre visibles les infrastructures sportives, les infrastructures routières, les infrastructures sur le plan des transports aériens, parce que c'est le côté aérien qui est davantage privilégié pour la CAN depuis l'incident de l'Angola. Et les infrastructures sur le plan hôtelier également, parce qu'il faut mettre à jour, n'est-ce pas, les hôtels à Douala, à Boya, à Bafoussam, à Garoua, enfin pour le nombre d'hôtels qu'il faut. Et puis les stades d'entraînement. Il faut se mettre résolument au travail. Je dis que c'est profitable au Cameroun. C'est-à-dire cet ajournement-ci, c'est un ouf de soulagement, en quelque sorte pour le Cameroun. Mais pour travailler, ce n'est pas pour dire, pour bomber le torse et dire, nous on a gagné. Non, on n'a encore rien gagné. Non. On gagnera quand on sera prêt. Très bien. Non, je voudrais dire, M. Hamon, si nous aimons notre pays, qui aime bien, châtie bien. Ouais. Vous avez vu avec quelle rapidité on a attribué, sans concurrence, le marché de plusieurs milliards à une entreprise qui n'a de vitrine nulle part. La vitrine d'une entreprise, c'est une réalisation passée. Tout simplement parce qu'on a profité
Quand vous parlez de politique, je me demande si ce n'est pas même des Camerounais qui ont appelé le président de la CAF pour lui dire qu'on n'est pas prêt. Comme ça, on est allé voir le chef d'État pour dire, vous voyez, on est mort. Bon, il n'a plus le temps pour passer les marchés. Vraiment, il y a quelqu'un qu'on connaît qui fait bien. Non. Tout ce que le Camerounais veut, se gagner de l'argent. Cette histoire, excusez-moi de moi une minute, cette histoire de Boko Haram qui est en train de tuer les gens, c'est de l'argent que les Camerounais ont voulu gagner. Parce que les Camerounais qui organisent Boko Haram. Ah oui, monsieur, l'affaire Fournier, quand les gens ont dit qu'ils connaissent ceux qui ont arrêté, qu'on leur donne des milliards pour aller les libérer, ils connaissaient où? Tu connais là où on a arrêté quelqu'un, tu n'arrêtes pas celui qui l'a arrêté. Ils ont pris l'argent, ils se sont partagés. Et l'appétit venant en mangeant, d'autres petits groupes se sont formés. Et ensuite, puis, il y a les Nigériens qu'on importait chez nous pour élire, pour voter. On leur fait des cartes nationales d'identité pour dire qu'à l'extrême nord, il y a plus de militants que dans le sud qu'à l'ouest. Et c'est eux qui font tous ces désordres. C'est une déclaration assez grave que vous faites. Le Camerounais aime trop l'argent. Quand on a été là, les gens fusilés. Le Camerounais aime trop l'argent. Très bien. Un dernier mot pour terminer. Pour terminer, je voudrais quand même attirer l'attention des Camerounais que la volonté de nuire au Cameroun, à son image et à son président est évidente. Et nous devons rester soudés. Je me pose toujours la question de savoir si dans les scénarios possibles, on avait prévu que Paul Biya inaugurerait cette Coupe des Nations en 2000. Est-ce qu'il va inaugurer? Il faut passer par les élections. Comment tu sais qu'il va inaugurer? Pour inaugurer, il faut qu'il gagne les élections. Très bien, c'est la fin de cette édition de Droit de Réponse. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche et à vous, chers téléspectateurs. Bon dimanche à tous.